Les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Et ce gouvernement constate le problème de l'engagement des jeunes et du manque de connaissances politiques. Entendez bien, les connaissances et la politique en général sont au cœur de la vie d'un citoyen. Il est donc essentiel de donner les armes à nos jeunes pour pouvoir l'accomplir. Pourtant, il existe aujourd'hui déjà un cours d'éducation politique. Et oui, l'enseignement moral et civique, tel que défini dans le journal officiel, est supposé aborder, entre autres, les notions de sciences politiques. La politique, c'est tout ce qui est relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Mais son éducation n'est pas suffisante. Une éducation de 2018 du SNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, montre que la sociabilisation à la politique n'est pas au niveau escompté. Constat corroboré par la principale association des professeurs d'histoire-géographie. L'objectif de notre réforme est de faire des citoyens éclairés qui savent lire un programme et comprendre les enjeux et leur impact sur la France. L'EMC d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour faire l'éducation politique de nos jeunes qui aujourd'hui sont visés par des discours démagogues de politique exploitant leur manque de formation. L'EMC. C'est pour cela que ce gouvernement créerait un nouveau cours obligatoire d'éducation à la citoyenneté et d'éducation politique au lycée. Ce nouveau cours, c'est la formation au fondement de la démocratie et de l'engagement, la FFDE. Il sera effectif dès le premier trimestre de l'année scolaire 2026-2027, suivant la rédaction de son programme et sa publication au journal officiel. Aujourd'hui, on a 1 heure de EMC toutes les 2 semaines. Demain, on aura 1 heure de FFDE toutes les semaines. Il sera assuré par les professeurs assurant les cours de EMC, ayant suivi une formation complémentaire, et un fonds de 112 millions d'euros sera débloqué pour la formation et le recrutement de nouveaux professeurs. Et je prendrai votre question. Monsieur le Premier ministre, que mettez-vous précisément dans ces nouveaux programmes qui n'existent pas déjà dans les cours de EMC? Eh bien écoutez, je vous le dis tout de suite, c'est parfait. La première partie de ce cours reprendra la structure actuelle des cours de EMC et ajoutera une formation à la science politique. Cette dernière passera par un enseignement descendant de l'analyse de texte et de l'analyse de programmes politiques en utilisant les enseignements préalables pour les mettre dans leur contexte. Le professeur suivra un programme dédié à la matière, l'obligeant à traiter la pluralité des doctrines politiques présentes en France sans prendre parti personnellement. Et il conserve alors son droit de réserve. Car oui, même si l'article L111-1 du Code général de la fonction publique encadre la liberté d'opinion des fonctionnaires, nous tenons à ce que les enseignants respectent leur devoir de réserve. Non, cette extension au cours de EMC ne doit pas être un endroit où le professeur endoctrine les élèves à ses propres opinions. La deuxième partie de ce cours laissera le professeur se retirer du tableau. En partant d'une liste de débats en lien avec les notions de la première partie du cours, les élèves participeront alors à des débats à position imposée. Le professeur reste toujours dans la salle pour donner de potentiels retours et recadrer le débat si des élèves sortent du cadre républicain en exprimant des discours de haine ou des opinions racistes ou homophobes, mais en aucun cas pour donner son propre avis sur la question. L'évaluation de ce cours se fera sur la participation et sera notée au contrôle continu. Pour vous convaincre de l'efficacité de ces quelques heures supplémentaires par an, les impacts clairs de la FFDE au lycée vous sera présenté par mes 2 ministres. Premièrement, le ministre de l'Éducation, Monsieur de Bastard, vous montrera comment l'éducation généralisée des jeunes à la politique se fera et les impacts positifs sur nos élèves. Puis, Monsieur Racineau, ministre de la Jeunesse, vous présentera les effets positifs pour la société dans son ensemble, passant par une hausse de l'engagement de la jeunesse, et vous montrera l'amélioration du débat public, du débat politique public. Et ainsi, pour la bonne tenue de ce débat, l'opposition est priée de nous écouter. Le devoir de réserve, comme répété, sera respecté par le respect du professeur, de son programme et de la non-intervention de ce professeur dans les débats.
Le poids supplémentaire sur l'agenda des lycéens est tout à fait acceptable, car nous retournons simplement au même volume horaire qu'avant les réformes de 2018. Et également, l'apport d'un budget de 112 millions d'euros nous semble marginal quant à tous les points positifs que nous vous listons. Et alors, veuillez conclure. Je terminerai là-dessus. Si l'opposition ne tombe pas dans ses arguments, dans ses vices déjà caducs, elle devra alors nous expliquer pourquoi une jeunesse moins éduquée à la politique, c'est une jeunesse plus souhaitable pour le pays. Et je suis fier de présenter ce projet. J'appelle la chef de l'opposition, Vanessa Gimenez. Attends. Ce gouvernement écoute peu, comprend encore moins et ne respecte pas notre jeunesse. Écoutez-les, leurs idées, leurs envies, écoutez-les encore. Écoutez-les, écoutez le silence de ceux que l'on a réduits à être muets. Les jeunes, aujourd'hui, ne votent pas. Mais vous vous trompez si vous pensez que c'est parce qu'ils ignorent tout de la politique. Nos jeunes savent, ils pensent, ils innovent. Nos jeunes ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés, parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que la politique, telle que vous la pratiquez, est un théâtre d'adultes où ils jouent les ombres. Selon un sondage IFOP, près de 78% des jeunes de 18 à 30 ans estiment que leur voix n'est pas trop ou pas du tout prise en compte dans les décisions politiques et que près de 2/3 d'entre eux ne se sentent pas représentés par un acteur public. Et face à ce signal, que proposez-vous? Non pas d'ouvrir la démocratie, non pas de redonner confiance, mais d'entrer dans les salles de classe pour expliquer aux jeunes comment vous pensez mieux la politique qu'eux. La politique, ce ne sont pas des cours ou des leçons. C'est d'abord, comme vous l'avez dit, la vie des institutions, le fonctionnement des processus électoraux, l'organisation ou encore la séparation des pouvoirs. Mais c'est aussi l'activité des partis, des mouvements, des acteurs qui mobilisent nos citoyens. Ce que vous appelez enseignement politique, je vous le dis, existe déjà. Vous tentez de le remplacer, mais cet enseignement moral et civique existe déjà. Et toute réformette consistant à le remplacer ne changera rien. Vous tenterez de nous faire croire que vous n'ajouterez aucune heure et que les lycéens n'auront pas plus de manuels dans leur cartable, mais finalement, vous laissez le plus important à l'extérieur. La politique, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et je prendrai votre question. Aujourd'hui, où est-ce que les jeunes vivent la politique et trouvez-vous ça satisfaisant? Bien sûr, je ne me permettrai jamais de juger où les jeunes pratiquent leur politique. Ils le font dans la rue, ils manifestent, ils créent des associations. Si vous ne considérez pas que c'est de la politique, ce n'est pas de mon fait. Mais laissez les jeunes s'exprimer comme ils le souhaitent. Ils sont candidats, ils peuvent voter. Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu nous présenter un projet clair. Mais alors, qui décidera vraiment de ce qui sera enseigné, qui contrôlera que chaque professeur respectera cette neutralité? Qui est concerné? Tous les lycées? Eh bien, nous ne le savons pas. Qu'en est-il des lycées privés hors contrat, pour lesquels vous ne pouvez imposer aucun programme? Il y a un socle commun. Les élèves doivent à la fin du lycée repartir avec les mêmes bases que les lycéens du public, mais vous ne pouvez imposer aucun programme, aucune leçon à ces professeurs qui décideront de ne pas les aborder. Votre projet est, à l'heure actuelle, impossible à mettre en place parce que ces enseignants, dans leur liberté d'enseignement, refuseront de traiter la politique comme vous la présentez. Et puis, j'y reviendrai. Vous nous parlez de partis. Vous voulez nous permettre aux jeunes de pouvoir lire vraiment les programmes. Mais, encore une fois,
Quel professeur pourra être totalement neutre pour présenter un programme de l'extrême gauche de la même manière qu'un programme de l'extrême droite? Je vous le demande, votre programme, en incluant la politique et le partisan, ne peut pas être pris en compte comme ça. La liberté d'enseignement, nous l'avons dit, elle est prise en compte dans le préambule de la Constitution. La neutralité des enseignants, c'est la loi Ferry. Tout ça, vous le bafouez. Vous ignorez des lois et des siècles pour tenter d'imposer votre loi. Vous piétinez la liberté d'enseignement, je l'ai dit, mais nous avons un projet clair. Ouvrir le droit de vote et l'éligibilité à 16 ans et imposer 30% des jeunes de 16 à 25 ans aux partis politiques sur les élections législatives et 10% sur les listes municipales. Une réforme qui donne aux jeunes une expérience réelle de la politique plutôt que des manuels et des leçons imposées. En clair, moins de leçons, plus de représentation. Madame la députée Noémie Valéry vous expliquera en détail comment cette mesure permettra aux élèves de s'engager concrètement dans la vie civique. Mais ce projet, il n'est pas seulement dangereux pour nos élèves, il l'est aussi pour nos enseignants, en les obligeant à porter une responsabilité qu'ils n'ont pas assumée, et c'est ce que mon député Noé Solal vous présentera. À rebours de votre paternalisme, nous faisons le choix de la confiance, nous faisons le choix de la représentation, et nous faisons le choix de la responsabilité. C'est cela, une véritable démocratie. J'appelle le ministre de l'Éducation nationale, Alaric de Bastard. Dans la Grèce antique, la politique ne commençait pas par un vote, elle commençait par une voix. Pas une parole décorative, encore moins une envolée creuse, c'était une parole travaillée, structurée et discutée et analysée. La rhétorique n'est pas un art d'apparence, c'est un art de gouvernement. La cité reposait dessus, sur la capacité de ses citoyens à manier le fond et la forme. Et c'est peut-être précisément ce pilier que nous avons laissé s'éroder. Les cours que nous proposons viennent d'un constat clair. Les jeunes s'en balancent de la politique. Nous sommes bien d'accord. 78%, c'est votre chiffre. Et moi, je vous dis aussi que 43% des jeunes n'ont aucune idée de leur affiliation politique. Ils ont besoin qu'on les éduque. Ils ont besoin qu'on leur apprenne, qu'on leur donne des choses à faire par rapport à la politique. Sinon quoi? Sinon, ils seront allègrement embrigadés par la politique de TikTok. Car ces politiques n'en ont que faire de vrais arguments. Car les choses qui marchent sur TikTok, c'est la démagogie, les arguments fallacieux et l'humour. C'est ça qui fait cliquer et c'est ça qu'ils ont envie. Et c'est peut-être pour ça que les jeunes sont désintéressés. Et c'est le rôle de l'éducation de prendre tout cela en charge, car le savoir politique est primordial pour la société. Et l'EMC n'est absolument pas suffisante. On n'éduque pas assez la politique, et pourtant, elle fait partie du civisme. Et en plus, elle dépend de professeurs qui n'ont même pas vraiment de formation. Et donc, notre projet, c'est déjà de créer une formation pour ces professeurs, et aussi de créer un cours qui sera divisé en deux parties. Donc, la partie descendante, avec un professeur qui apprendra et qui cultivera les gens civiquement, politiquement, et qui les éduquera aussi à la rhétorique, avec une analyse des programmes, comme précédemment dit, et des discours politiques. Et donc, ils apprendront les notions de politique générale et comment comprendre et apprendre les arguments. Et bien entendu, ils pourront, grâce à ce cours, comprendre les mécanismes des sophismes
et donc les voir dans les arguments de l'opposition. Je vais prendre votre question. Vous nous dites que les jeunes seraient influençables. Comment pouvez-vous garantir qu'aucun gouvernement futur n'utilisera cet enseignement politique à des fins partisanes? Eh ben, on aura toujours un programme qui est créé. De toute manière, tous les programmes qui sont faits avec l'éducation, donc dans mon ministère, pourront toujours être biaisés. Et c'est notre rôle en tant que ministre de l'Éducation de gérer ce problème. Et c'est pas ce cours qui amènera ce problème. Tous les cours peuvent amener quelque chose de politique. Et donc, il y avait cette partie donc descendante avec le professeur, mais il y a aussi cette partie ascendante où, en fait, on a des débats ouverts sur des sujets de société définis par le programme. C'est ce que j'avais dit. Et je vais citer une personne qui a dit une phrase très belle, la politique ne s'apprend pas, elle se vit. C'est l'opposition. Et ben nous, justement, nous la faisons vivre en créant des débats politiques au sein des écoles. Donc, comme ça, ils deviendront acteurs. Déjà, c'est quelque chose de plus agréable que suivre un cours. Mais surtout, en fait, en devenant actifs, ils vont se rendre compte de leur capacité d'agir et à être acteurs aussi eux-mêmes en politique. Et donc, il y aura un effet boule de neige qui va créer que du bien sur l'échelle et la politique en général. Sur la question de l'impartialité, la FFDE ne va pas être un endroit où le professeur endoctrine les élèves. De toute manière, nous l'avons déjà vu, il y a des éducations supérieures qui parlent que de politique et ils n'endoctrinent pas forcément les élèves, sans citer Sciences Po et toutes ces autres écoles. Et deuxièmement, la deuxième partie de l'école, la deuxième partie du cours sera justement un endroit où c'est les élèves qui sont au centre du cours. Et donc, ce cours laissera place au débat des idées. Il n'y aura personne qui pourra imposer son idée. Ce cours sera aussi très utile pour la curiosité des élèves. Nous l'avons déjà montré, il rend plus actif, car la première partie permet d'apprendre à chercher et la deuxième partie, il cherche. Alors, en réapprenant à parler, à écouter, à argumenter, nous ne formons pas des militants, nous formons des citoyens. Ce projet de loi ne cherche pas à dire quoi penser, mais à apprendre comment penser. Réveiller l'esprit politique, c'est raviver la flamme de la démocratie qui a naquis au sein de notre belle nation. J'appelle la députée de la commission jeunesse, Madame Noémie Valéry. Je n'ai jamais voulu voter. Mais ce gouvernement a décidé de créer un nouvel EMC. Quelle idée! Quel génie! Laissez-moi courir aux urnes! Non. Une demi-mesure ne changera rien. Non. Votre obscurantisme idéologique ne nous aidera pas. Je vais vous dire une chose simple. Quand les jeunes demandent à être écoutés, qu'est-ce qu'on fait? On les écoute. Évidemment, avec son projet, ce gouvernement fait tout le contraire. En imposant des cours de politique, vous partez du principe, et Monsieur le Premier ministre l'a dit, que les jeunes manquent de connaissances. Mieux que ça, les jeunes s'en balancent. Mais vous êtes des arrogants, vous êtes d'un mépris incommensurable. C'est faux. Si les jeunes ne votent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'il faut voter, pourquoi il faut voter, comment il faut voter. C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Sans représentation, pas de vote. Et je prendrai votre question. Bon. Pourquoi faire un contre-projet qui incite les jeunes à voter plus tôt si vous avouez vous-même le renoncement des partis classiques? Parce que notre contre-proposition se divise en deux axes. D'abord, ils ont le droit de voter
dès l'âge de 16 ans, et ensuite, ils sont inclus dans les listes électorales, donc ils seront eux-mêmes représentants et représentés. Vous voyez, nos lycéens sont pleins d'idées et n'attendent que la place qui leur est due. En 2023, c'est l'Union nationale lycéenne qui est créée et qui, je le rappelle, est un syndicat. En 2025, à Caen, les élèves du lycée François de Malherbe ont créé un club politique pour, je cite, que chacun puisse s'exprimer. Grève climatique, collectif contre le harcèlement scolaire, journaux lycéens d'opinion, pétitions locales, conseils de vie lycéenne. Ils ne sont pas absents de la politique. Ils la pratiquent déjà, sans votre programme, sans vos manuels, sans votre encadrement idéologique. D'ailleurs, le projet de ce gouvernement est d'un flou abyssal. Qui formerait les professeurs? Comment un professeur pourrait-il exercer son droit de réserve si c'est lui-même, comme l'a dit votre Premier ministre, qui doit décider des textes qui seront étudiés et débattus? Et je ne prendrai pas votre deuxième question. Vous savez, ce gouvernement me titille, me laisse perplexe. Je crois avoir déjà entendu parler de formation politique obligatoire, d'éducation civique orientée vers le devoir envers la nation, d'État qui écrit lui-même ce que les citoyens doivent penser, d'endoctrinement, en somme. La politique, elle ne passe pas, elle ne doit pas passer par l'éducation nationale. C'est une réflexion intime et personnelle qu'un cours obligatoire rendrait uniforme et donc insignifiante. Quels députés, si demain, ces derniers ont tous la même idée de la politique? Quels ministres, si demain, ils voient tous le même avenir pour la France? Adieu la pluralité, adieu l'esprit critique, adieu la politique. Nous, ce qu'on veut, c'est la faire vivre. Et pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit pénétrée de cette vague et de cette fougue que nous crie la jeunesse. La réponse est simple. Il faut donner le droit de vote à 16 ans. Parce que si à 16 ans, on a le droit de voter, qu'est-ce qui se passe? On devient des électeurs, donc les destinataires de programmes électoraux. Mais pour gagner la lutte de pouvoir, les partis n'auront d'autre choix que d'inclure ce nouvel électorat et donc d'écouter ces nouveaux jeunes. En donnant aux lycéens le droit de voter, on leur donne également le droit d'être éligibles. Pour être cohérent, nous proposons d'imposer aux partis 30% de jeunes de 16 à 25 ans pour les élections législatives et 10% sur les listes municipales. Avec notre proposition, les lycéens sont écoutés, inclus et représentés dans la vie politique. D'ailleurs, la proposition de ce gouvernement était très floue dans la définition qu'il faisait de la politique. D'ailleurs, il n'a pas donné de définition de la politique. Or, lorsqu'on prévoit un programme sur ce sujet-là, c'est important de la définir. Est-ce que vous prenez en compte l'électoralisme, les partis? Et dans ces cas-là, comment des professeurs peuvent-ils être neutres en parlant de partis et en ayant eux-mêmes des opinions politiques? Vous voulez apprendre la politique aux lycéens? Ils la pratiquent déjà. Vous voulez leur donner un cours? Veuillez vous rasseoir. J'appelle le ministre de la Jeunesse, Henri Racineau. Je n'ai jamais non plus voulu voter, mais c'est simplement parce que je n'y ai pas été formé. Et votre point de vue biaisé vous force à éviter la réalité de la situation. Vous voulez faire vivre la politique, mais c'est justement en ne changeant rien que vous allez la tuer.
notre projet. Et de plus, notre projet n'est aucunement exclusif au vôtre et tous les bénéfices que vous réclamez avec l'obligation des partis des mineurs dans les partis, nous les avons aussi de notre côté et ils sont bien plus importants accompagnés d'un cours d'FFDE obligatoire au lycée. Et oui. Pour revenir à nos arguments, lors de la FFDE, un très grand nombre de jeunes auront la possibilité qu'ils n'ont pas actuellement de s'intéresser à la politique. Aujourd'hui, l'étude de la politique n'est pas disponible pour tous, mais est réservée à une élite. Demain, grâce à notre réforme, tous les jeunes lycéens auront accès à une éducation politique de qualité. Cela permettra premièrement d'armer la jeunesse sur le recul à prendre face aux différentes positions politiques et aux discours démagogues. Et deuxièmement, nous donnons des clés à ces jeunes afin de leur permettre tout au long de leur vie de citoyen d'observer les débats politiques, réfléchir aux différents thèmes abordés dans les programmes, et puisque c'est précisément ce qu'ils auront fait et ce qu'ils auront appris dans ces cours qui leur seront donc très utiles tout au long de leur vie. De plus, en réaction à ce cours, de nombreux jeunes qui sont indifférents à la politique dans le statu quo auront une volonté d'améliorer la situation politique. Et c'est précisément ce que vous oubliez. Et donc ce cours permettra de renforcer grandement l'engagement de la jeunesse dans la politique, ce qui donnera bien plus de capacité au mouvement des jeunes pour faire changer les choses. Même si nous sommes bien conscients qu'il n'y aura pas des millions de jeunes dans les rues de Paris, l'augmentation de l'engagement de la jeunesse est certaine grâce à notre mesure et l'amélioration de la démocratie et de la République grâce à ce même engagement est lui aussi certain. Notre mesure a donc un impact direct sur tous les jeunes qui suivront ces cours de FFDE, comme je l'ai déjà expliqué. Et sur le long terme, ils auront le choix de voter ce qu'ils souhaitent vraiment. Et si ils ne sont pas d'accord avec les différentes possibilités, une vocation pourra naître, qui de même n'est pas disponible dans votre cas, sans ce cours de FFDE. D'autre part, cette mesure... Je vais prendre une question. Encore une fois, comment garantissez-vous la neutralité politique d'un enseignant dont le contenu dépend nécessairement de choix politiques? Quel choix politique avez-vous à faire quand vous voulez suivre un programme? Simplement montrer ce qu'il y a comme programme disponible et laisser aux élèves les analyser et laisser aux élèves débattre entre eux. L'opinion du professeur n'a aucun moyen d'interférer dans ce processus et c'est simplement quelque chose que vous inventez totalement. Pour continuer, donc notre mesure aura aussi un impact sur les politiciens actuels très rapidement. Et je vais vous présenter comment. Dans le statu quo, les jeunes sont vus par les politiques comme des voix assez simples à convaincre avec quelques vidéos TikTok. Et cela se doit de changer. La popularité des réseaux sociaux et plus particulièrement les algorithmes mettant en valeur des discours démagogues, car ce sont eux qui font le plus de clics, sont néfastes pour la société. Grâce à la FFDE, la jeunesse sera bien plus prise au sérieux par les politiques. Ils se seront écoutés par des jeunes qui auront une conscience politique bien plus éveillée et ils devront, pour répondre à cette attente d'un public nouvellement éduqué, avoir des discours de meilleure qualité dans les médias traditionnels. Car effectivement, si ces politiciens se sentent regardés et analysés dans tous les cours de FFDE à travers la France, ces mêmes politiciens se devront d'avoir des discours répondant aux problématiques où ils sont attendus. Enfin, le format que nous apportons permettra aussi de rappeler, le format de débat que nous rapportons permettra de rappeler l'importance de ce procédé dans la sphère politique. Ces jeunes qui auront vu l'importance des discours, de la discussion, des compromis, de la coopération lors de leurs cours, attendront la même chose des politiques. Dans un contexte de polarisation grandissante, l'importance de ces valeurs au sein de la jeunesse permettra une réaction plus importante de ces positions extrêmes et isolées. Vous semblez oublier totalement cette part immense, parce que peut-être vous êtes dans des études de sciences politiques, cette part immense de jeunes qui est totalement indifférent. C'est effectivement une part qui existe et que vous ne pouvez pas ignorer. Et donc, qu'est-ce que vous proposez peut-être pour cette éducation politique des jeunes? Les familles biaisées, les amis désintéressés ou encore les influenceurs polarisés. Face à tous ces lieux d'apprentissage qui sont déséquilibrés, nous demandons effectivement à l'opposition pourquoi faudrait-il refuser ce cours au lycée? Car effectivement, ce cours permet un grand nombre d'avantages, permet le développement de l'esprit critique, permettra le développement et la découverte de la politique parmi tous ces jeunes, ce qui n'est absolument pas disponible quand vous, de votre côté, simplement laissez la possibilité à toute cette armée de jeunes insensés de pouvoir voter, alors qu'ils y sont même dans le statu quo, précisément désintéressés. Et je vous remercie.
Pardon. J'appelle le député de la Commission de l'Éducation nationale, Monsieur Noé Solal. Le jour où la République n'aura plus de professeurs, la République ne sera plus. Autocensurés, menacés, agressés, voilà les mots de nos hussards noirs. Voilà ce à quoi votre gouvernement refuse de répondre et, plus grave encore, voilà ce que votre gouvernement encourage. Quel choix politique devront faire nos enseignants, demandiez-vous à l'instant? Eh bien, tout d'abord, sachez que votre gouvernement fait l'apologie du flou. Les enseignants devront bien sélectionner des textes politiques, oui, mais seront tenus à un devoir de réserve. Ils ne devront pas intervenir dans les débats, effectivement, sauf s'ils sortent du cadre républicain. Or, vous ne définissez rien. Vous laissez les professeurs à la merci de leur propre subjectivité, à la merci de leur propre culture personnelle. Ne les prenez pas pour des imbéciles. Ils ont leurs propres références en dehors de vous. Et, finalement, vous nous présentez tout ce programme en nous faisant croire que vous avez réinventé la roue. Et vous associez ainsi le corps enseignant à un projet non seulement partial, mais aussi dangereux. Car, rappelons-le, la neutralité enseignante est une obligation légale, pas une option, pas une variable d'ajustement. Quand on prend la politique dans son ensemble, des institutions à l'électoralisme, on manque à la loi par définition. L'article L121-2 du Code général de la fonction publique dispose clairement que, dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Mais quelle neutralité? Quelle neutralité quand les professeurs doivent discuter de politique avec les élèves puisqu'ils cadrent le débat avec les textes? Quelle neutralité quand les professeurs doivent choisir quelles politiques sont prioritaires pour l'éducation des lycéens et quelle politique n'est pas prioritaire pour l'éducation des lycéens? Non seulement vous mettez en péril la neutralité du service public, mais vous mettez aussi en péril les enseignants. Et je prendrai votre question. Niez-vous l'échec de l'EMC alors que la SNESCO et les associations le constatent? Mais enfin, je ne nie pas les échecs que peuvent avoir l'EMC, mais j'y viens. En fait, votre réforme, c'est une espèce de demi-mesure. C'est un EMC, mais qui oblige l'enseignant à sortir de sa subjectivité sans rien réellement changer. Vous êtes dans la demi-mesure. D'un côté, vous forcez les professeurs à sortir de leur neutralité, nous vous l'avons démontré à l'instant, mais de l'autre, sur le fond, vous ne révolutionnez rien. Les programmes ne changeront pas. En fait, finalement, les profs sont subjectifs, mais ne changent rien au contenu du programme. C'est absolument génial. Votre projet, c'est de l'inutilité au service du vide. Je pense que l'éducation nationale mérite mieux que cela. Dangereux, ce projet l'est, évidemment, pour toutes ces raisons. Mais il l'est aussi parce qu'il est tout simplement inapplicable. Faisons un exercice d'esprit. Imaginons que demain, les professeurs deviennent des surhommes, capables d'enseigner des sujets d'opinion sans en avoir eux-mêmes, en se débarrassant de tous leurs billets. Mais comment le contrôler? Comment vérifier qu'un professeur de lycée, pour des raisons pédagogiques, ne vantera pas toutes les semaines les bienfaits du petit livre rouge? J'imagine que ce gouvernement a donc l'intention d'obliger un inspecteur à être présent dans chaque cours de politique qui sera donné en France, auquel cas je pense que votre mesure excédera légèrement les 112 millions d'euros que vous nous avez annoncés. Votre proposition, en réalité, et c'est bien là le drame, elle ne tient pas la route. Elle menace au lieu de protéger, elle endoctrine au lieu d'éduquer, elle fait le flou au lieu de définir. Et elle est aussi dans le flou puisqu'elle ne concerne pas tout le monde. Ce qui est embêtant puisque la devise de notre République, je rappelle, c'est la liberté, mais c'est aussi l'égalité. Que faites-vous des lycées hors contrat? Ils ne sont pas tenus de respecter les programmes de l'éducation nationale. Relisez le préambule de la quatrième Constitution qui est dans notre bloc de constitutionnalité. Rappelez-vous la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1977. Ce préambule garantit la liberté d'enseignement. Vous ne pouvez pas obliger les lycées hors contrat à ne pas choisir leur programme. Or, si ces lycées ne sont pas tenus de respecter leur programme, votre projet ne les concerne pas. Vous décidez d'ignorer 150 millions de jeunes lycéens dans notre pays, un angle mort de votre politique censée être révolutionnaire. La révolution, visiblement, oui, mais pas pour tous. Les privilèges ne sont pas abolis. Vous êtes en réalité le gouvernement de la République à deux vitesses.
Et enfin, toujours le flou de la formation. Qui forme les inspecteurs académiques et régionaux comme ce qui est prévu? Enfin, en quoi est-ce qu'ils sont plus à même que les enseignants ou même que les élèves à déterminer les règles du décryptage du discours politique? En quoi sont-ils mieux formés à la rhétorique? Et avec qui formerez-vous donc ces fameux académiciens? Votre dilemme, en réalité, c'est celui de l'œuf ou la poule. Nous vous laissons le trancher. Et pendant ce temps-là, nous avons foi en la jeunesse de notre pays. C'est pour cela que nous proposons de rendre obligatoire à tous les partis politiques la présence des jeunes candidats aux élections municipales et législatives. 30% pour les appareils de partis pendant les législatives, 10% sur toutes les listes municipales. Bref, moins de leçons, plus de représentation. J'appelle le rapporteur général du gouvernement, Thomas Potras. Et pourquoi pas 15? En réalité, vous nous parlez de flou et vous nous sortez une contre-proposition de votre chapeau qui n'est pas beaucoup plus claire. Comparons le constat que nous posons et que vous n'avez pas contesté. L'EMC est un échec. Cela est corroboré par plusieurs études, par les associations de professeurs. Donc, quelle est la conséquence de cela qui vous a été pointée par tout le banc du gouvernement? Les élèves ne sont pas formés à l'application de la politique. La connaissance des institutions, pourquoi pas, mais comment déceler les sophismes? Comment débattre de façon productive? Cela, les jeunes ne le savent pas. Et donc, votre contre-projet, que résout-il? Nous ne le savons toujours pas. En réalité, nous posons un problème, vous n'y répondez pas. Vous nous parlez du manque d'engagement des jeunes. Très bien, nous y répondons également. Ce que cette opposition n'a pas fait durant tout ce débat, c'est de nous expliquer en quoi est-ce que notre projet de loi était mauvais. Le seul point qu'ils ont soulevé, et cela nous leur concédons, c'est le problème du devoir de réserve. Les professeurs, effectivement, ne devraient pas pouvoir exprimer leur opinion. Mais à cela, nous vous avons répondu et vous ne nous avez pas entendus. Simplement deux choses. La première, pendant les débats, les professeurs ne pourront pas débattre, ce seront les élèves qui débattront, donc pas de possibilité d'avoir leur propre opinion. Et quant au cadre républicain, il est défini par la loi, tout cela est déjà encadré. Ensuite, pour ce qui est de leur opinion dans le programme, vous niez donc la possibilité d'enseigner l'EMC, puisque c'est déjà dans les programmes normalement aujourd'hui d'enseigner la politique. Et cela, vous l'ignorez complètement. Il est possible d'avoir des notions de sciences politiques qui sont détachées de toute opinion. Il y a effectivement un art oratoire, ce qu'est le logos, l'éthos, le pathos. Tout cela, nos jeunes ont besoin de le savoir pour débattre de façon efficace. Et vous l'avez totalement ignoré. Vous ne vous concentrez pas sur notre projet, effectivement, vous vous concentrez sur des chimères. Vous ne nous avez pas prouvé en quoi est-ce que notre projet de loi était un net négatif. Pourquoi est-ce que nos jeunes ne devraient pas plus apprendre? Et donc, en réalité, ce que nous déplorons tous aujourd'hui, ce soir, c'est le manque de débat de tout le monde. C'est le manque Nous n'entendons pas assez la voix des jeunes et nous sommes d'accord avec vous. C'est pour ça que nous voulons l'entendre de par ces débats. Nous ajoutons donc plus de cours, 1 demi-heure par semaine, pour pallier à ce problème-là. Nous vous l'avons expliqué, nous avons des impacts bénéfiques au niveau de l'individu, au niveau de la société, que je vais vous présenter juste après avoir pris votre question. Monsieur, si les cours d'EMC sont un échec, en quoi cela est utile de refaire exactement la même chose? Eh bien, c'est une très bonne question. Quel est l'échec? Nos jeunes n'apprennent pas les notions du cours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de parties ascendantes. Les jeunes ne se sentent pas impliqués dans la discussion du cours. Et les professeurs n'ont pas le temps de le faire dans les horaires restreints qui leur sont imposés. Nous pallions à ce problème très précis en leur donnant plus de cours et en les faisant participer directement. Cela vous a été dit par tout le gouvernement. Opposez-vous directement à ce que nous vous disons et non vos chimères. Votre projet de loi que vous nous présentez n'est même pas exclusif au nôtre. Je pourrais simplement vous dire que nous le ferons demain et cela n'aurait aucun impact sur ce débat. Nous parlons de notre projet de loi aujourd'hui et non pas du vôtre. Les deux n'étant pas exclusifs, nous ne sommes pas obligés de débattre sur ce que vous nous racontez. Qui plus est, les jeunes de 16 ans en votant. N'est-ce pas un net positif qu'ils savent pour qui ils voteront, qu'ils connaissent les programmes, qu'ils soient formés à la politique? C'est cela que nous voulons. Et oui, très bien, peut-être qu'ils pourront voter à 16 ans, mais ils le voteront en pleine conscience. Et c'est cela que nous voulons. Donc, d'un point de vue individuel,
Nos jeunes auront une meilleure connaissance de la politique, des méthodes, comment débattre, mais également au niveau de la société. Et cela, vous ne l'avez pas du tout attaqué ou même contesté. Nous avons un impact positif sur le long terme, puisque nos hommes politiques devront nécessairement prendre compte de tous ces jeunes qui les écouteront, puisque, comme nous vous l'avons dit, les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les élèves de demain. Et s'ils ne votent pas à 16 ans, ils voteront à 18, et à ce moment-là, ils voteront en pleine conscience, sachant que les politiques dans 10 ans seront les jeunes formés aujourd'hui. Ils auront donc une meilleure qualité de débat. Ils auront donc une meilleure connaissance du fond et de la forme. Tous nos élèves en France. Nous permettons donc à l'intégralité de nos élèves d'avoir une meilleure connaissance. Et vous nous parlez des lycées privés. Oh là là. Mais je regrette aussi que tous nos concitoyens ne puissent pas avoir cette réforme. C'est vrai que c'est terrible. Merci de l'avoir souligné. Mais maintenant, nous avons, comme pour toutes les autres réformes de l'éducation, bah écoutez, est-ce que à chaque fois qu'on propose une réforme de l'éducation, on nous dit « Ah non, c'est pas possible, l'éducation privée, ils peuvent pas ». Mais rendez-vous à l'évidence. Non, nous pouvons faire des réformes de l'éducation. C'est pas parce que l'éducation privée hors contrat existe que nous ne pouvons pas faire de réformes éducatives. Rendez-vous à l'évidence. Simplement, ce soir, posez-vous la question. Est-ce que notre projet de loi est positif ou négatif pour l'ensemble de nos concitoyens? Nous ne faisons qu'ajouter des connaissances positives à des citoyens qui en ont besoin pour l'avenir de notre démocratie. J'appelle désormais le secrétaire Alors, général de la attends, commission, te lever. M. Paul Pascal. Voilà, t'es tout beau. Bonjour, tout bien, Paul. Au commencement était la République gauloise qui sépara l'Église de l'État. Le but était simple, protéger nos enfants de l'obscurantisme, de l'endoctrinement forcé et de faire des citoyens libres et responsables. Libres et responsables. Ce que propose ce gouvernement, c'est un grand retour en arrière. C'est de se substituer à Dieu, c'est de revenir au temps de l'obscurantisme, à la seule différence que les professeurs remplaceront les prêtres et prédicateurs. L'intention était pourtant, sur le papier, louable, voire émouvante. Nous voulons tous que les jeunes s'engagent. Oui, c'est un lieu commun et c'est un constat partagé. Mais nous sommes aujourd'hui face à deux modèles différents. Le nôtre, un engagement qui vient des tripes, volontaire et opiniâtre, modelé par les parcours de vie, modelé par un long processus, un long parcours intellectuel et personnel, et le vôtre, un enseignement dogmatique qui n'est non pas le fruit d'une réflexion, mais le fruit d'une imposition par la figure d'autorité qu'est le professeur. Votre projet de loi, c'est l'aboutissement de la révolution culturelle maoïste. Alors, j'aime beaucoup chez vous votre manière d'énoncer des évidences comme si vous les découvriez. Oui, encore une fois, les jeunes ne participent pas assez à la vie de la cité. Sauf que vous allez faire, sous la seule autorité du professeur, le tri, décider dans les programmes des politiques en soi-disant les analysant ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon ou mauvais. Et quel contrôle à cela? Je prendrai votre question. Monsieur, ça commence à ressembler un peu à un dialogue de sourds, mais en quoi est-ce que faire débattre les élèves avec des positions contraires, c'est être dogmatique? Eh bien, j'y viens, puisque vous nous avez parlé de chimère, mais votre projet est un cheval de Troie. Sous une apparente neutralité, d'abord, vous n'avez aucun contrôle. Le ministre de l'Éducation nous renvoie au ministre de l'Éducation pour savoir qui décidera. Et je ne prendrai pas votre question, merci. Et concrètement, votre seule manière d'imposer la neutralité aux profs, c'est de mettre un inspecteur dans chaque classe à chacune des heures de ce cours. En somme, quelque chose d'infaisable. Et puis en plus, je ne prendrai pas de questions supplémentaires, merci. Et en plus, vous allez noter les élèves là-dessus. Vous allez distribuer les bons points des bons citoyens qui pensent bien et des mauvais citoyens qui pensent mal. J'en veux pour preuve les programmes. Parce que vous êtes bien gardé de dire qui est-ce qui élaborait les programmes, soit par fainéantise, soit par ignorance. Mais ce ne sont pas les profs, ce ne sont pas les rectorats, c'est le Conseil supérieur des programmes. Et qui siège au Conseil supérieur des programmes? Oh, comme par hasard, des élus. Et les élus, que sont-ils? Des êtres qui ne sont ni neutres, ni apartisans. Vous avancez que les candidats amélioreraient en plus leur programme parce qu'ils seraient scrutés par les profs et les élèves. Mais d'abord, vous refusez aux élèves le droit de vote. Donc à quoi ça sert de les faire analyser les programmes?
Et ensuite, quelle arrogance! Vous considérez qu'aujourd'hui, les citoyens qui votent n'analysent pas les programmes avant d'aller voter? Qu'ils ne regardent que TikTok, mais c'est absolument faux. Vous considérez que les Français sont un peuple de veaux qui ne réfléchissent pas. Et c'est d'ailleurs tout le non-sens de votre projet. Les jeunes parlent, messieurs du gouvernement. Les jeunes parlent. Vous nous avez parlé de l'Agora et vous refusez de les écouter. Et le pire dans votre projet, c'est que vous les tenez responsables de votre propre surdité. Vous les traitez d'armée d'esprits insensés. Mais c'est vous car vous êtes arrogants. Vous êtes enfermés dans vos dogmes et vous voulez les enfermer dans votre propre schéma de pensée. C'est intéressant que vous parliez d'affiliation à partisane d'ailleurs, puisque le but, il est d'ignorer en sorte dans votre projet le fait que les jeunes pensent déjà, que les jeunes ont leurs propres idées. Ils pensent seulement en dehors des programmes préétablis. Et ça ne nous convient. Nous, ça nous convient et à vous, ça ne vous convient pas. J'en viens à la mise en œuvre technique. Qui formera les professeurs? Vous n'y répondez pas. Qui contrôlera la neutralité des professeurs? Vous n'y répondez pas. Qui aura-t-il dans les programmes? Vous n'y répondez pas. Vous avez inventé le concept d'acteur passif ensuite en disant que les élèves débattront mais n'auront pas le droit de vote. C'est vrai que un débat en classe avec des petits camarades de seconde vaut plus qu'un droit de vote, je l'avais oublié. Mais les élèves n'apprendront pas plus avec votre programme. Ils régresseront. Ils régresseront vers votre propre dogme. Ils régresseront vers une forme de pauvreté intellectuelle qui n'est pas leur rendre service. Car le parcours d'une vie de citoyen est long. Et ça, vous semblez complètement le négliger. Votre gouvernement prétend aimer la jeunesse, mais il ne la comprend pas. Vous adoptez cette haïssable manie à l'État autoritaire de vouloir précéder les consciences au lieu de les éveiller. Messieurs, vous faites respirer à la République un air d'ancien régime, mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'ancien régime en est mort.